Deux jours d'or et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un mets bien connu et qui est la crêpe galette de Bretagne. De son histoire en passant par ses origines, par ses différentes variantes en fonction des pays bretons, nous allons aussi parler des différentes traditions qui y sont liées. Vous saurez tout sur la crêpe bretonne dans cette vidéo. Nous les Bretons, nous avons inventé tout un tas de trucs de dingue, comme le Minitel, le bouton à 4 trous, le planeur, le stéthoscope ou encore le cubit de pastis. Mais par contre, l'invention de la crêpe, elle n'est pas de nous. Elle daterait de 7000 avant Jésus-Christ et à l'époque, elle ressemblait d'ailleurs à une bonne grosse galette bien théeuse plutôt qu'à une crêpe dentelle fine et délicate. Elle était constituée d'un mélange de céréales écrasées et on la cuisait sur une pierre plate très chaude. C'était un peu donc l'ancêtre de la bilique. Dans bien des campagnes, cette galette était l'alimentation de base et on ne consommait pas encore de pain à l'époque. En breton, pour dire crêpe, on emploiera le mot crampouer. Celui-ci serait composé de cram, qui signifie corps gras et pâteux, et de puer, qui signifie certainement cuit. Ce mot a des équivalents similaires en cornique ou encore en gallois. Et saviez-vous que les Romains également en consommaient ? Et oui, on leur doit même l'ancêtre de la chandeleur, pendant laquelle on se pète le bide de crêpes. Celle-ci se nommait alors Fête des Lupercales, et elle était en l'honneur de Lupercus, un dieu loup, et elle commémorait la fondation de la ville de Rome par Romulus. Ce dernier ayant été nourri par une louve avec son frère Romus, je le rappelle pour ceux dont les cours d'histoire sont un peu loin. Un poil plus tard, on retrouve des traces de blé noir en Bretagne dès le 5e siècle. Il n'aurait donc pas vraiment été rapporté des croisades comme on peut l'entendre, mais plutôt de Chine. Et c'est tout de suite le coup de foudre entre les Bretons et cette céréale. Le sarrasin ou le blé noir se récolte très rapidement, et est d'ailleurs surnommé plante des 100 jours, car il ne lui faut qu'une centaine de jours pour pousser. Elle exige une humidité constante, ça la pluie ça le connaît, et un climat tempéré et une terre acide. Elle est donc parfaite pour les sols bretons. Elle se cultive de novembre à août, tout comme le blé, et craint donc beaucoup moins les aléas climatiques, ce qui peut être pratique en cas de petite famine. Vous l'aurez donc peut-être déjà compris, mais on a donc mangé en premier des galettes plutôt que des crêpes Suzette. Et le sarrasin a tout d'abord été récolté en Haute-Bretagne, désolé, car il existe des sources de sa présence dès 1502 à Brice-en-Coglay, près de Fougères. Le blé noir se serait donc exporté d'est en ouest. Et on commence véritablement à manger du sarrasin en Bretagne à partir du bas Moyen-Âge. La légende dit que la culture locale commença au début du XVIe siècle sous la demande de la duchesse Anne de Bretagne, qui, convaincue de ses avantages, c'est-à-dire de son rendement et de ses qualités nutritives, décida d'en généraliser l'exploitation à l'ensemble de son duché. Mais c'est peut-être surestimer le poids de la souveraine car il semble difficile d'imaginer qu'elle ait eu le pouvoir d'ordonner la culture d'une graine. Et puis aussi, on en mangeait un peu partout du sarrasin. On pouvait en trouver dans des régions avoisinantes comme la Mayenne par exemple, ou encore en Normandie, mais aussi un peu plus loin comme en Savoie, en Auvergne où on confectionnait des bourrioles, ou encore dans le Limousin où on façonnait des galetous. Et même s'il s'agit de froment, il paraît même que le cannelé bordelais était en fait une pâte à crêpes ratée et trop épaisse qu'on mit dans un moule en cuivre et qu'on mit au four après. Donc si vous suivez un peu, chaque région a aussi sa spécialité au sarrasin et ses propres recettes. En Bretagne, on faisait cuire ces galettes ou crêpes de sarrasin sur une plaque ronde bien chaude placée dans la cheminée. En Basse-Bretagne, on la nomme pilique et comme ce nom est féminin, on dira heure ou art, bilic, pour dire la galetière en fait. Et en Haute-Bretagne, en gros, dans les pays où on ne parlait pas breton mais plutôt gallo, on peut employer les mots gachoué ou encore gafouéré. On pouvait couper ces galettes crêpes en fines lanières pour agrémenter les soupes ou encore les bouillons. Et à partir du XVIIIe siècle, on ajoute parfois
un œuf à la galette lorsqu'elle est servie à des invités de prestige. Aussi, le premier plat de galette est pour la première fois mentionné en 1824 et il s'agit du pâté de Becherel, qui était constitué alors de 2 galettes, bien beurrées évidemment, entre lesquelles on plaçait un œuf miroir et ce plat n'était dégusté que pour de grandes occasions. Et comme je l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos sur la nourriture, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous mets le lien ici, n'hésitez pas à aller la voir une fois que vous aurez terminé celle-ci. Le blé blanc, le froment, était bien sûr cultivé en Bretagne autrefois, mais puisque les gens étaient assez pauvres, ils le revendaient. On ne le consommait donc pas ou vraiment très peu. Mais avec la baisse du prix de la farine de froment, les Bretons purent garder leur production et les crêpes sucrées au froment firent donc leur apparition plusieurs siècles après celle de sarrasin, puisqu'on commença à en consommer que dans les années 1800. La pâte à crêpes sucrée est faite de lait, d'œufs, elle est sucrée, parfois parfumée au rhum ou encore à l'eau de vie de cidre. Cette pâte est travaillée beaucoup plus légèrement que celle de sarrasin. La pâte de sarrasin sera souvent travaillée assez énergiquement à la main ou je dirais même au bras. On ajoute de l'eau à la farine et du sel. Et parfois aussi, cela peut arriver, on peut ajouter un peu de froment et même un œuf pour la couleur ou encore un tout petit peu de lait. En 1850, 130 galettières ou crêpières sont recensées à Rennes, rien qu'à Rennes, près de 400 en 1900, soit une artisante pour 150 habitants, ce qui est vraiment pas mal quand même. Le métier était en grande partie féminin. En gros, en Haute-Bretagne, située à l'est de Saint-Brieuc et de Vannes, on parle de galette lorsque de la farine de sarrasin est utilisée et de crêpes lorsqu'il s'agit de farine de froment pour les mets sucrés. Alors qu'en Basse-Bretagne, donc à peu près le Finistère, le Morbihan et une partie des Côtes d'Armor, on parle de crêpes salées ou encore de crêpes de blé noir lorsqu'on utilise de la farine de sarrasin. Et on parle de crêpes sucrées ou de crêpes de froment pour les mets sucrés, à la farine de froment. Donc ça, c'est pour les différences géographiques. Mais les galettes et les crêpes de blé noir sont aussi légèrement distinctes. Les galettes sont plutôt épaisses et même après cuisson et croustillantes grâce au beurre à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Elles sont souvent aussi moins étendues et plus petites. Tandis que les crêpes de blé noir sont plus fines, on dit qu'elles sont crases en breton et elles sont croustillantes et on peut aussi parfois ajouter à la recette un peu de farine de froment. Mais figurez-vous que cette différence s'explique par le fait que la Basse-Bretagne avait des terres moins fertiles et que donc pour économiser la pâte, on tirait les crêpes au maximum, ce qui faisait qu'elles étaient en général plus fines et plus croustillantes. Mais aussi, le terme galette vend mieux. Il est peut-être aussi un peu plus clair et il laisse moins de place au doute dans l'esprit des gens. Dans les crêperies, c'est souvent le mot galette qu'on emploie, la version au blé noir de Haute-Bretagne, même en Basse-Bretagne. Cette version-là l'emporte donc, Rennes étant aussi la ville la plus proche du reste de la France. On va maintenant parler de l'histoire des crêpes stars de Bretagne, les plus connues, les incontournables et celles que l'on consomme peut-être le plus lors d'un passage en Bretagne. Et on va commencer par la crêpe Suzette Marpliche de Nord. La crêpe Suzette, c'est une crêpe sucrée nappée d'une sauce à base de sucre caramélisé et de beurre, de jus de mandarine ou d'orange, de zeste et de liqueur de Grand Marnier qui peut parfois aussi être du curaçao. Concernant son histoire et son inventeur, il y a 4 versions différentes. Mais la version qui l'emporte un peu plus sur les autres est celle où la crêpe Suzette aurait été inventée à Monte-Carlo en 1896 par Auguste Escoffier, alors chef de cuisine au Grand Hôtel. Il aurait préparé ce délice pour le prince de Galles et pour le futur roi Édouard VII, fils de la reine Victoria. Et notre petit Édouard, il était accompagné d'une jeune femme nommée Suzanne. Le chef proposa au prince de lui dédier cette recette. Ce à quoi il aurait répondu « Je n'en suis pas digne. Nous donnerons plutôt à cette chose exquise le nom de cette jeune personne qui est avec moi. » D'où son nom crêpe Suzette, par rapport à la Suzanne qui l'accompagnait. Vous suivez ? La crêpe peut parfois être servie flambée.
Et si elle est aussi connue, c'est en partie parce que les comédiens du théâtre français s'emparèrent de cette anecdote dans une de leurs pièces en mettant en scène une jeune Suzette qui sert des crêpes aux autres personnages. C'est comme cela qu'est née la légende. Vous avez sûrement deviné de quel mets d'exception nous allons parler à présent. Il s'agit évidemment de cette bonne vieille galette saucisse. Que serait un match du Stade Rennais ou encore un tournoi de palais sans une saucisse de porc roulée dans une galette de sarrasin froide et moelleuse? Eh ben pas grand chose, moi je vous le dis. On peut pas échapper à la galette saucisse, où qu'on soit dans le pays de Rennes. Et maintenant, même plus loin, la galette saucisse représente en fait un peu la Bretagne. Comme si on en mangeait partout, tout le temps. Alors que c'est loin d'être le cas, évidemment, vous vous en doutez. Tout d'abord parce que vous le savez maintenant, mais traditionnellement, on ne mangeait pas de galette plus à l'ouest de la Bretagne, et aussi parce qu'autrefois, elle n'était consommée qu'en Ille-et-Vilaine, et ce, à partir du 19e siècle. Benjamin Keltz a consacré un livre à la galette saucisse, et il s'appelle « Galette saucisse je t'aime, le manuel officieux ». Dedans, il raconte que la galette saucisse a deux cousins, c'est-à-dire le porchet qu'on consommait à partir du XVIIIe siècle et qui était une galette fourrée avec de la terrine. Et on consommait également la casse à partir du XIXe siècle qui était elle une galette qu'on garnissait d'abats de porc. Il faut également garder en tête que la consommation de viande était beaucoup plus rare que celle qu'elle est maintenant et que ce n'est qu'au début des années 1870 que les assiettes les plus pauvres commencèrent à accueillir régulièrement des protéines d'origine animale. Et que la galette saucisse, comme on la connaît aujourd'hui, a été inventée par un galetier rennais nommé Nello, mais surnommé Pogan, qui signifie sale, cracra en gallo. Il serait même à l'origine du verbe poganer, qui a le sens de manger de manière sale avec les mains, et il serait aussi le premier à avoir vendu de la galette saucisse au 19e siècle. Et il existe même un comité de la sauvegarde de la galette saucisse bretonne, créé en 1994 et constitué de plus de 3000 membres. Ce comité a aussi 10 commandements qui sont les suivants. Saucisse moins de 120 grammes, tu ne feras. Point de moutarde, tu ne mettras. Grasse, jamais tu ne seras. Au Stade Rennais, tu excelleras. À deux mains et à toute heure, on te mangera. Un verre de cidre t'accompagnera. Maximum 2,50 € tu coûteras. Service sourire, tu les auras. Parfaitement, on te grillera. À Rennes, cette charte, on respectera. Maintenant, parlons de la plus délicate des crêpes. Je pense évidemment à la crêpe dentelle. On raconte qu'elle aurait été inventée en 1886 dans une crêperie de Quimper par Marie-Catherine Cornic, appelée par tous Madame Catel. Celle-ci, perturbée par un marin qui passait par là, laissa sa crêpe trop longtemps sur sa pilique. Elle décida alors de la rouler délicatement 8 fois sur elle-même et enfin de goûter cette espèce de petit biscuit. Elle était si croustillante, si délicieuse qu'elle continua à en fabriquer et c'est comme cela que la crêpe dentelle ou encore la crêpe à dentelle, comme on disait autrefois, serait née. Elle continua à vendre ses crêpes si particulières à Quimper, puis sur la côte d'Émeraude. Elle transmit aussi son savoir-faire à la Maison Les Délicieuses. Et en 1920, la première biscuiterie Locmaria ouvre ses portes à Quimper. À cette époque, les pâtissières fabriquent 100 crêpes dentelles par heure, toujours en les roulant 8 fois sur elles-mêmes. L'usine invente alors un système industriel unique au monde qui reproduit exactement le geste manuel de roulage de la crêpe. Cette marque, Biscuiterie Locmaria, fabrique désormais les gavottes que l'on connaît aujourd'hui tous et la biscuiterie est située à Pont-Aven. Et ils ont même créé des gavottes salées comme celles aux oignons de Roscoff ou encore au fromage et aux échalotes ciboulettes. Miam miam!
Hyper intéressant en tout cas de revisiter la crêpe dentelle et de la voir évoluer dans le temps tout en conservant les traditions. Dans cette dernière partie de vidéo, nous allons voir les différentes traditions qui existent autour des crêpes et des galettes en Bretagne. On dit que pendant la fête celte de Limbolc, qui est située aux environs du 1er 2 février, les Celtes eux aussi préparaient des galettes rondes et dorées symbolisant le soleil. Ils fêtaient la fertilité, le retour au beau jour et le début des premières semailles de grains. Et puis, nous avons vu tout à l'heure que les Romains aussi mangeaient des crêpes pendant les Lupercales, pendant lesquelles ils célébraient Lupercus, dieu loup, dieu de la fécondité et protecteur des troupeaux. Elles avaient alors lieu au début du mois de février et saluaient eux aussi le retour du printemps et la promesse de la moisson future. Mais ces fêtes romaines, vous vous en doutez, étaient quelque peu indécentes. Et elles ne plaisaient, mais alors pas du tout au pape, qui souhaitait lui fêter la présentation de Jésus au temple 40 jours après Noël. À cette occasion, 2 processions éclairées par des chandelles étaient organisées. Elles portaient le nom de Festa Candelarum, la fête des chandelles en latin. Puis petit à petit, on appela cette fête Chandeleur. En 494, le pape remplaça donc les fêtes païennes par la fête des chandelles fêtée le 2 février. On dit que ce même pape réconfortait les pèlerins de Rome avec des crêpes. Et c'est pendant le Moyen-Âge que cette tradition des crêpes se démocratisa. Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. Et puis, qui n'a jamais fait sauter une crêpe avec une pièce de monnaie dans la main pour la chandeleur? Cette tradition permettrait d'assurer l'abondance et la prospérité au sein du foyer en faisant sauter la première crêpe de la main droite tout en tenant un louis d'or ou alors une pièce d'or ou une pièce de monnaie dans la main gauche. Et puis pour rendre ce petit rituel un peu difficile, la première crêpe était alors conservée pour l'occasion dans une armoire toute l'année. Dans la tradition populaire, ces superstitions associaient la crêpe à la lumière du soleil, au bonheur dans les maisons et aux bonnes récoltes. Et puis plusieurs dictons annoncent les changements de temps liés à cette fête, comme « À la Chandeleur, l'hiver s'apaise et reprend vigueur », Chandeleur à ta porte, c'est la fin des feuilles mortes. Et puis concernant les traditions liées aux galettes, personnellement je n'ai connu les galettes servies quasiment exclusivement que le vendredi soir et attention, tous les vendredis. C'est toujours le cas dans ma famille, mais je sais que c'est aussi le cas chez d'autres gens de Haute-Bretagne toujours. Évidemment, pendant longtemps, j'ai pensé que ce n'était qu'une tradition familiale, alors qu'en fait, non, pas du tout. Il y a une raison à cela. Autrefois, on consommait les galettes le vendredi car ce jour était considéré comme jour de maigre. Et les galettes, avec leur faible taux de matière grasse, étaient donc le mets parfait. On tranchait les galettes en morceaux, puis on les jetait dans une écuelle de lait ribot ou encore de soupe. Voilà, maintenant vous savez tout ou presque tout sur les crêpes et les galettes et qui sait, vous pourrez peut-être tenter votre chance et participer au concours du meilleur crêpier de France ou encore au concours national de la meilleure galette. Ces 2 concours ont lieu normalement une fois par an, mais à cause du Covid, les compétitions ont été un peu espacées. Le meilleur crêpier en 2020 était Stéphane Pichon de l'Armen, situé à la Pointe du Raz dans le Finistère. Et pour le prix de la meilleure galette, il a été décerné au crêpier du Moulin de la Galette, situé à Noyant-la-Grovière. Je sais pas si je prononce bien, dans le Maine-et-Loire. Même pas en Bretagne, mais si jamais vous passez par là-bas, n'hésitez pas à aller les goûter quand même ces galettes. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous aurez passé un beau moment avec moi. En tout cas, moi je me suis bien amusée. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, la commenter et la partager. Le fait de partager, ça aide beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez en fait? Je vous fais des bokeh et je vous dis, den distro!